Allez, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. On va reparler indice, on va parler de ce qui s'est passé cette semaine, revenir un petit peu sur tout ça. C'est vendredi, donc on débrief, on fait un petit tour macro, on regarde les niveaux majeurs qui auraient pu être franchis à droite à gauche, on fait un tour de la plupart des classes d'actifs et on va essayer donc de voir ce qu'on peut tirer comme information. J'essaie de vous dire, bon aujourd'hui clairement pour moi aucun trading à faire, je laisse le marché décider de son sort. Très probablement, je pense, des stops qui vont arriver sur les sommets historiques à Wall Street. C'est ce qui me semble de toute façon le plus probable. Donc je vais me faire stopper les dernières positions, hein, celles que je tire depuis cet été. Positions qui avaient donc été prises pratiquement tout en haut, qui ont été sécurisées pratiquement tout en bas, mais évidemment, comme d'hab, moi j'ai fait le choix de l'agressivité, c'est-à-dire que je n'ai pris que 25% de profit en bas, et donc évidemment, je me fais chasser les soldes intégralement, donc évidemment ça fout les boules, hein, comme je l'ai dit, je vous l'ai mis hier sur Twitter, comme je me suis bouffé des pertes sur Eurodoll et tout ça, enfin j'ai dû réduire les leviers sur Eurodoll. Donc prix des pertes, non compensé pour l'instant. Alors j'ai quand même pris des gains sur Gold, ça c'est cool, mais même chose, hein, Gold j'ai pris que 25%. Donc en fait la taille du compte aujourd'hui, elle est de retour à pratiquement 2-3% de gains annualisés. Donc tout ce que j'avais repris avec la baisse de Wall Street s'en va. Les 25% de prise de profit que j'ai faites m'ont servi à financer les pertes sur euro-dollar et ainsi de suite. Bon, maintenant, je retrouve une orientation de portefeuille qui me convient, avec une gestion du risque qui me convient, mais évidemment, malheureusement, ça fait chier, encore une fois, de voir le compte repartir à zéro. Alors, évidemment, c'est du swing, donc c'est sûr que si je regarde à l'instant T aujourd'hui, c'est pas très très bandant. Euh, Évidemment, si on regardait à l'instant T, moins 2 mois, enfin moins 3 semaines, quand on était tout en bas, là c'était beaucoup plus excitant de voir mon compte. Mais encore une fois, il faut que vous appreniez à faire ça aussi avec le temps. Moi je m'en fous, je ne regarde pas la valeur de mon compte à l'instant T. Ce qui m'importe, c'est de savoir si la valeur que j'ai allouée à travers différents trades me semble justement réalisée en fonction des différents risques associés à ces trucs-là. Donc pour l'instant, il me semble que c'est bien, plutôt bien orienté, puisque là maintenant les seuls endroits où j'ai de la valeur, ça reste toujours Gold, AUD/NZD, Gold ayant déjà été sécurisé et déjà pris en profit partiel, AUD/NZD aussi. Donc autrement dit, AUD/NZD et Gold, j'en suis dans les mêmes scénarios que Wall Street entre guillemets il y a quelques semaines. C'est sécurisé, si ça se passe mal, je vais juste perdre des gains. Et ça me fera chier. L'USD Yen, c'est la même chose. C'est le troisième luron. J'ai toujours un peu d'AUD USD. Pour l'instant, ça traîne la patte, on va voir. Les cryptos, c'est toujours la mort cérébrale, mais c'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Le VIX, apparemment ça va pas bien se passer. Mais bon, j'ai acheté à 15, je vais me faire sortir probablement sur l'expiration mensuelle mercredi prochain. Je pense soit en gain, soit en perte, j'en sais rien. Mais bon, en tout cas, soit en gain, enfin soit à BE ou proche de mon BE, soit en petite perte. Donc ça me gêne pas plus que ça. Et j'ai pas de regret sur le fait d'avoir tenté cette position. Les indices, tout va probablement dégager. On va voir ça juste après. Les actions, ça reste toujours pour moi la grande thématique. Est-ce que réellement des valeurs comme Apple et tout ça vont pouvoir franchir leur sommet historique? Dans un afflux de capitaux, oui, c'est possible. C'est-à-dire, comme on dit, il y a tellement plus de raisons de vendre qu'il n'y a plus de vendeurs et qu'il suffit d'une petite bonne nouvelle, quelques algos qui achètent et on arrache rapidement les résistances. Est-ce que la valeur augmente pour ces valorisations-là? J'ai pas vraiment l'impression. Ça, on fera une émission là-dessus, c'est important. Je vous la mettrai dans les choix des choix éducatifs de chaque semaine. J'espère que vous l'apprendrez la semaine prochaine. De toute façon, vous faites comme vous voulez. On fera une émission sur le lien prix-valeur. C'est extrêmement important que vous compreniez ça, que ce soit dans la spéculation ou dans l'investissement. Bon, on en a déjà un petit peu parlé, hein, donc le rapport prix-valeur, que le prix c'est ce que vous voyez, la valeur c'est ce que ça vaut. La plupart du temps, effectivement, on oscille un petit peu au-dessous de ça, autour de ça. Ce qu'on appelle la valeur, bêtement et méchamment, en général, c'est plutôt les moyennes de prix, hein, voilà, les moyennes plutôt long terme, les 200 bars ou des trucs comme ça. C'est ça qu'on estime être la valeur, hein, voilà. Donc évidemment, il y a des structures de prix où la valeur, on s'en fout un peu. Ce qui est important, c'est de jouer avec les prix. Donc ça, c'est les bulles, les excès, tout ça, hein. Donc encore une fois, c'est ce qui vous attire quand vous êtes débutant de trader les bulles, les valeurs, les machins, parce que c'est voilà. Mais la réalité, c'est que vous, ce que vous devez apprendre à comprendre, c'est justement que ce dont on profite à moyen long terme quand on est un trader professionnel, c'est éventuellement parfois des dérèglements entre les liens prix et valeur,
quand on va essayer de trader des bulles et des excès, mais clairement, c'est pas ça le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est d'essayer de profiter de la valeur, c'est-à-dire de savoir que la valeur d'un actif va continuer de s'apprécier et que actuellement, ses prix sont sous-estimés. Ça, c'est un bon achat, par exemple. Tout comme une bonne vente, c'est de dire, bon là, les mecs payent un prix complètement débilos, la valeur va probablement stagner ou repartir dans l'autre sens, donc il est plus ou moins attractif de se mettre à l'envers et de vendre le marché. Ok, donc c'est ça, hein, c'est juste la spéculation, c'est la recherche, l'estimation de la valeur et l'estimation de son évolution dans le temps par rapport au prix qui est proposé aujourd'hui. Et est-ce que ça propose, oui ou non, des stratégies de trading intéressantes à mettre en place. Ok, donc ça, on en parlera. Je ne vais pas en parler ce matin, sinon je vais complètement tout spoiler et puis je vais quand même garder un peu de mystère pour cette émission-là. Et voilà. Donc là, par exemple, dans les rapports prix-valeur, ce qui est important aussi de voir, en plus de ça, c'est de savoir qui est la contrepartie dans votre trade. En gros, un bon trade, c'est une bonne analyse graphique, technique, avec une bonne gestion du risque et une bonne identification de ces risques dans les contextes. Le contexte, le rapport prix-valeur, ça fait partie du contexte. Comme je vous dis, est-ce qu'on est en tendance? Dans ce cas-là, un moindre retour de la valeur sous sa valeur moyenne, c'est-à-dire sous des moyennes, ça devient un achat intéressant. Est-ce qu'on est dans un range? Dans ce cas-là, on cherche à faire bouger la valeur. Donc l'objectif est de faire des écarts types, c'est-à-dire d'aller taper autour de la valeur jusqu'à ce qu'on arrive à la déplacer. Ou est-ce qu'on est dans une bulle où dans ce cas-là, la valeur n'a plus aucun intérêt, c'est juste les prix qui comptent. Autrement dit, quoi qu'il arrive, les prix vont monter, donc j'achète pour revendre à un autre con plus tard, qui l'achètera plus cher, pour lui aussi le revendre à un autre con qui la rachètera plus cher, jusqu'à ce qu'évidemment ces structures s'épuisent. Donc voilà, ça c'est le rapport prix-valeur, on en parlera. La deuxième chose, c'est de savoir qui est votre contrepartie. C'est extrêmement, extrêmement important quand vous faites de l'investissement ou du trading. Le trading, c'est réaliser une transaction, quoi qu'il arrive. Et voilà, moi pour l'instant, encore une fois, je vous remets quand même ce graphique, ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas ressorti. Pour moi, c'est bluffant, voilà, enfin, c'est littéralement bluffant. C'est de dire, quand vous voyez le rapport de perception de la valeur par différents opérateurs. Donc comme je vous dis ici, vous voyez le montant injecté dans les ETF. Quand je vous dis, l'ETF, c'est pas un professionnel qui trade. Aucun professionnel du trading ne fait de l'investissement passif. C'est justement tout le principe de savoir trader. C'est que justement, on va pas avoir recours à l'investissement passif, mais par contre, qui propose des investissements passifs? Le banquier à son client, le courtier à son client. Enfin voilà, le principe étant de dire, c'est la gestion passive, c'est la solution facile. Sauf que je vous ai toujours appris que la solution facile, c'est que généralement, soit c'est parce que effectivement on sait ce qu'il y a dedans, on s'est bien renseigné et ça demande un travail, soit tout simplement c'est parce qu'on regarde, on se dit que ça monte et que ça va continuer de monter et que du coup, on peut y aller les yeux fermés sans savoir ce qu'il y a dedans, sans chercher à savoir. Bref, le même problème que 2008. Pour moi, l'ETF, c'est ni plus ni moins que les packages de dette de 2008 dans lesquels on foutait du AAA, de la grosse daube, et c'était noté AAA, donc tout le monde achetait ça parce qu'effectivement, c'était des produits à la mode, enfin pas à la mode, c'était des produits bien cotés, il n'y avait pas de soucis, on ne voyait pas les risques, voilà, c'était simplement ça. Aujourd'hui, c'est la même chose pour moi, on agglomère des paquets de merde, certaines actions sont clairement à leur prix de valeur, comme je dis, value stocks, certaines valeurs sont juste complètement bullesques, et c'est juste de savoir jusqu'où on va pouvoir les tirer, avant que le dernier gland achète, quoi. Et après, derrière, je vous dis, ça fait très mal. Le retour à la valeur dans une bulle, derrière, ça se fait brutal. Et donc le problème, c'est ça, c'est qu'on agglomère des trucs qui risquent de prendre beaucoup de baisse. Et la différence par rapport à 2008, c'est qu'aujourd'hui, il y a tout un paquet de spéculation qui est fait en plus par-dessus sur les produits dérivés. Donc en fait, c'est de dire, c'est pas tellement les ETF le problème, même si c'est un problème en soi, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens aujourd'hui qui agglomèrent des ETF avec du double bull, double bear, double machin, donc on fait du levier sur de l'ETF, ce qui est quand même assez dangereux. Et donc de dire, on fait quoi? On vend des produits avec plus ou moins de levier à des gens qui n'en ont pas la moindre compréhension, mais tout ce qu'ils comprennent, c'est que ça monte et que ça va donc continuer de monter. Et puis derrière, il suffit de regarder les indices. En gros, on ne connaît rien à la bourse, mais bon, la bourse a l'air de monter en ce moment, et puis Trump a l'air de dire que ça va continuer, et tout ça, et que évidemment, j'ai envie de gagner de l'argent. J'ai de l'argent, je ne sais pas où le dépenser aujourd'hui. Allons le mettre dans les actions. Voilà. Encore une fois, ça veut dire acheter des trucs dont vous n'avez absolument aucun contexte, vous ne savez absolument pas qui est la contrepartie en face. En gros, vous ne faites pas du tout de l'investissement, vous êtes en train de faire du
casino. Enfin, pour moi, ça revient à ça, c'est de dire, bah, vous faites confiance à un banquier qui vous vend un produit et qui vous dit, de toute façon, tout va bien se passer. Et on connaît la réalité. Hein, voilà. En 2008, les mêmes gens qui se sont fait ruiner, et on leur avait pas dit qu'il y avait beaucoup de risques derrière leurs investissements quand ils les ont fait. Voilà. Le problème aujourd'hui, c'est ça, c'est que moi je vois tout ça, c'est-à-dire le montant des encours ETF. En fait, je ne sais plus qui a mis ça sur Twitter l'autre jour. Apparemment, les encours d'investissement passif, donc des ETF plus tous ces trucs-là, viennent de dépasser aujourd'hui l'investissement dit actif, c'est-à-dire les gérants qui achètent, vendent des actifs, mais à l'unité. Voilà. Donc aujourd'hui, en fait, il y a plus de gens qui pensent qu'il faut se mettre dans le bateau, peu importe, et suivre suivre les vagues, voilà, se laisser porter par le vent. Sauf que si le vent t'amène vers une tempête, il serait peut-être temps quand même de faire demi-tour du bateau. Donc la tempête, elle arrivera peut-être, encore une fois, on n'en sait rien, mais je trouve ça très dangereux, encore une fois, que des gens qui n'y connaissent probablement pas grand-chose soient en train de dire, c'est pas grave, moi quoi qu'il arrive, mon bateau est solide. Enfin, on verra. Le coût du bateau solide qui anticipe tout, et c'est surtout, moi ce qui me gêne, c'est qu'aujourd'hui, ce sont eux qui font les prix. De manière très très dangereuse. C'est-à-dire que là, vous voyez effectivement que les risques commencent à arriver. Là, on voit bien en fait que la smart money ici a vendu, puisqu'en fait, vous dites ça, c'est la vision du marché par les particuliers, d'accord? Autrement dit, enfin, pas forcément les particuliers, mais ceux qui achètent de l'investissement passif. Eux, pour eux, ici, pas de risque. Alors que clairement, là, il y avait des risques. Les professionnels savaient très bien qu'on avait un peu trop étendu la valeur et qu'on partait comme des glands. Hop, eux, effectivement, ici, ils ont géré leurs risques. Eux, rien du tout. Au contraire, là, ils continuaient d'acheter, vendre ou de stabiliser. Là, effectivement, le particulier a commencé à flipper un peu sa race, mais vous voyez qu'il a flippé sa race vachement moins que le marché. Donc ici, il s'est passé quoi? La smart money a vendu beaucoup plus. En fait, ce qui est intéressant ici, c'est de voir la corrélation qu'il y a entre ces deux trucs. Et c'est de vous dire que là, en fait, quoi qu'il arrive, quand vous êtes au-dessus ici, c'est que les particuliers ont des attentes supérieures à ce qui se passe sur le marché. Autrement dit, réfléchissez à ce que je vous ai dit avant, contrepartie. Ce qui est important de comprendre ici, c'est que si les particuliers se gonflent d'achat, d'accord, entre ce sommet et là, il y a quasiment 50% de hausse. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du truc, hein, c'est énorme. 50% de hausse de valeur. Le S&P 500, là, il a pris 2% par rapport à ça. D'accord? En valeur, le S&P, là, il a pris 2% par rapport au sommet de septembre 2018. Eux, 50% d'investissement supplémentaire. Donc eux, ils sont chauds bouillants. Pour eux, ça va monter, c'est fantastique et compagnie. Comme je vous dis, ces gens-là n'ont aucune connaissance des schémas dont je vous ai parlé avant, de recherche de la contrepartie, de savoir si le lien prix-valeur correspond à des tendances, des ranges ou des excès, voire des bulles. Ils s'en foutent de tout ça, d'accord? Eux, le principe, c'est de dire, moi, je vois les prix montent, donc j'achète. Ok, soit. Maintenant, quelle est la valeur de ce truc-là? Bon, ça, tout ça, on s'en fout. Voilà. Donc, eux, ça monte et ça va monter. Donc, on voit que pour l'instant, c'est eux qui gèrent les prix. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est eux qui drivent le marché, c'est eux qui ont redrivé le marché à la hausse. Par contre, on voit qu'il y a clairement des gros freins derrière. Sinon, on serait aussi fort qu'eux, là, on serait là-haut sur le S&P 500. Donc là, comme je vous dis, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de savoir qui des deux va avoir raison. Quand je vous dis qu'il y a bien deux contreparties aujourd'hui qui s'opposent, deux visions et deux poursuites de ce qui va se passer derrière, ceux qui sont en train de traiter le prix, pensant que de toute façon le prix ne peut que monter parce que de toute façon ça n'a fait que monter, blablabla. Bon, des gens qui achètent de l'ETF, donc moi encore une fois, pas vraiment des réactions smart money. Et à côté, une smart money qui freine. Alors la smart money, j'ai pas dit qu'elle vendait à découvert, j'ai juste dit qu'elle freinait. C'est-à-dire qu'elle est probablement en train de revendre ses actifs et c'est elle qui fait que la distance ici augmente. C'est-à-dire que plus eux ils achètent, plus la smart money peut distiller. Mais en attendant, la smart money ne vend pas encore à découvert. On n'est clairement pas là-dedans. Moi, ma grande question, c'est de savoir qui des deux va l'emporter. Est-ce qu'on va assécher la liquidité? Parce que le problème, c'est que le spéculateur qui n'y comprend rien, il a quand même un montant sur son compte et il ne peut pas inventer de la monnaie ex nihilo. Alors, sauf si évidemment on lui met des taux de crédit à négatif et qu'il se dit super, je peux y aller. Mais alors là, il prendra encore plus de risques en mettant des effets de levier supplémentaires avec du crédit. C'est une option, hein. C'est pas dit que ça ne pouvait pas arriver, ça peut tout à fait arriver. Mais pour l'instant, c'est de dire, si eux, ils atteignent leur capacité de financement maximale, c'est-à-dire autrement dit, ils ont mis tout l'argent qu'ils pouvaient mettre dedans, et qu'ici, on commence à baisser, qu'est-ce qu'ils vont faire? Comme je dis, c'est toujours pareil, quand ça commence à baisser, bon, ils vont vendre un peu, puis quand on va être à moins 30%, ils vont tout vendre, ils vont juste solder tous leurs trucs et prendre une grosse perte.
Donc le problème, c'est la perception pour moi de ces gens-là. Ils ne perçoivent aucun risque et pensent que ça va monter. En face de ça, je vois clairement des contreparties qui freinent les prix. Et ça m'inquiète. Parce qu'évidemment, quand je vois des gens qui spéculent sans trop connaître et que je me dis, bon, bah, généralement, la smart money, elle va se mettre en face. Et c'est exactement ce qu'elle fait. Eux, ils achètent, la smart money distille. Donc, ça vend côté smart money. Ça vend des actifs qu'ils ont achetés plus tôt. Hein. On est bien d'accord. La différence, encore une fois, c'est que la smart money vend des actifs achetés, c'est-à-dire qu'elle prend des bénéfices. Moi, aujourd'hui, n'ayant pas ces actifs, je suis obligé de vendre à découvert. Ce qui est donc une chose qui, pour moi, me semble être le plus rationnel, puisque c'est être dans le même sens que la smart money, mais ce n'est pas nécessairement faire la même chose qu'elle. C'est toujours ça que vous devez comprendre. C'est vraiment important parce qu'il y en a pas l'un parmi vous qui ne comprennent pas cette démarche. Je ne vends pas la fin du monde, j'en ai rien à foutre. Je suis ce que fait un gestionnaire de risque. C'est mon travail, ça, de savoir ce que ces mecs-là font, puisque ces mecs-là et moi, on utilise la même stratégie. Alors, des stratégies différentes, mais on utilise la même réactivité dans les marchés, c'est la gestion du risque. Je sais que ces gars-là gèrent les risques et ils le font comme moi. Alors, avec des méthodes un peu différentes, certes, mais globalement, le mécanisme derrière, c'est la même chose. Moi, c'est ces gars-là que je préfère suivre plutôt que la bulle. Mais est-ce qu'on y est dans une bulle? Est-ce qu'on y va? Je n'en sais rien, c'est possible. Mais par contre, je vous dis, si la smart money, une fois qu'elle aura distillé ce qu'elle veut distiller, il y a toujours des achats derrière qui font monter les prix de manière rapide, il suffit d'un acheteur. S'il n'y a pas de vendeurs ou qu'il y a très peu de vendeurs, les prix montent donc très très vite. Et comme je vous dis, on rentre dans des schémas où malheureusement, les gens qui contrôlent le prix sont des gens qui n'ont aucune connaissance de la valeur. Et généralement ça crée des très 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 vilaines bulles. Mais par contre, le prix, lui, il peut monter. Et comme je vous dis, n'oubliez pas que le prix, c'est ça que vous avez sur votre compte de trading. Et si vous vendez à découvert, c'est le prix qui définit le montant de la perte que vous allez subir. Donc, vous ne pouvez pas jouer à dire, mais quoi qu'il arrive, la valeur du S&P, elle est là, et on va y aller. Oui, et si on imprime des prix qui te crament le compte avant? Eh ben non, dans ce cas-là, c'est pas du trading, ça. C'est quoi? C'est du gambling, voilà. Donc faites très attention. Il faut bien vraiment que vous compreniez ça. Oui, je vends à découvert, mais je le fais dans un contexte particulier. Parce qu'ici, je pense que pour l'instant et pour une durée qui se réduit, il faut bien être conscient que je ne vais pas vendre Wall Street ad vitam aeternam. Il y a un timing dans lequel je pense que la smart money distille. C'est une bataille dans laquelle il faut faire un choix. Vous choisissez un camp. Soit vous pensez qu'on va créer une bulle et que tout simplement les particuliers vont acheter toutes les actions qui circulent et que dans ce cas-là, eh bien tout simplement ils vont faire exploser les prix à la hausse. Soit vous pensez qu'au bout d'un moment, la smart money va tout simplement assécher les espoirs de nos amis ETF. Et au bout d'un moment, on va commencer à casser des supports. Et derrière, ça va très mal se passer pour ceux qui ont rêvé pour le meilleur. Donc, le problème, c'est qu'il faut faire un choix. Et que ce choix, encore une fois, il vous appartient. Moi, dans ces émissions-là, je ne cherche pas à vous convaincre. Je m'en fous, en fait. Vous pensez ce que vous voulez. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est qu'il faut avoir un avis si vous faites du swing. Cet avis-là, il faut que vous compreniez qu'il doit être lié à des aspects techniques. Si vous ne comprenez pas qu'il y a des aspects techniques baissiers depuis 2 ans, ouvrez les yeux. Il y a clairement des signaux techniques clairement alarmants depuis 2 ans. Par contre, moi je pense qu'on arrive sur la fin. C'est-à-dire qu'il reste encore 1-2 trimestres, mais si dans 1-2 trimestres, on n'a pas eu les signaux de baisse, personnellement, j'arrêterai de rechercher des signaux anticipatifs. Après, derrière, s'il y a un gros breakout baissier qui se met en place par un Black Swan, je le prendrai. Mais par contre, j'arrêterai d'essayer d'anticiper des ventes. J'arrêterai les ventes à découvert spéculatives, tout simplement. Okay. Pour l'instant, je continue parce qu'on est toujours, pour moi, dans le timing où eux, ils commencent à s'épuiser. Moi, je vois bien ça, en fait. Vous voyez, c'est-à-dire que beaucoup pensent que la structure, elle est malin. Moi, je vois qu'ils s'épuisent. Ils commencent à manquer d'argent. Et ce qui m'importe, c'est de voir comment les prix ici réagissent. Est-ce que quand il manque d'argent, au bout d'un moment, la smart money se dit bon bah tant pis, j'arrête, ou tout simplement la smart money ici commence à augmenter les doses et se dit oh putain, il faut commencer à vendre à découvert. C'est ça moi que je regarde dans les prochains jours. Est-ce que ceux-là, là, ils vont se dire allez c'est pas grave, on a accès à du crédit no limit unlimited, autrement dit ça plafonne un peu mais ça continue d'augmenter? C'est possible. Encore une fois, est-ce que ça veut forcément dire que la suite c'est ça? Non. Ça peut très bien être. Ok, pardon. Hop. Merde, c'est pas ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Alors. Ok, est-ce que ça, par exemple, ça veut dire... non, voilà, c'est ça qu'il faut que je fasse. Je peux pas déplacer ça. Voilà. Est-ce que ça veut dire ça, ou tout simplement, derrière, on continue comme ça, autrement dit, là, il s'épuise un petit coup, on consolide un petit coup, et il continue, ouais, c'est tout à fait possible que ça continue comme ça. Voir ici, derrière, taux de crédit de ouf, il continue, voilà, c'est tout à fait possible, hein.
encore une fois, ne considérez pas que que ça doit forcément se passer d'une façon. C'est tout sauf ça le trading. C'est au contraire, c'est d'étudier toutes les possibilités et d'essayer de miser sur la plus grande probabilité que ça se passe et derrière appliquer une gestion du risque en fonction de ces probabilités. C'est ça qu'on fait en gestion du risque, c'est tout. Moi je ne sais pas, tout ce que je sais c'est que c'est des schémas que je connais plus ou moins. Alors après le swing, comme je vous dis, c'est pas non plus mon domaine de prédilection et les fins de cycle, c'est pas non plus mon domaine de prédilection là aussi. Mais c'est simplement de dire que voilà, je connais quand même ce genre de structure et ça sent pas bon. Ça sent soit la bulle, soit effectivement le renversement de marché. C'est de dire, en fait, le trading contrarien. Beaucoup de gens achètent, la smart money vend, il n'y a plus assez d'argent pour acheter, et on commence à rentrer dans un marché baissier, tout simplement. Où la smart money demande des prix attractifs pour acheter. La smart money, elle ne peut pas vendre à découvert la plupart du temps. Donc, comme elle ne peut pas vendre à découvert, sauf cas spécifiques, elle fait quoi? Elle revend ce qu'elle possède et puis elle le rachètera moins cher. Et en attendant, elle va mettre son argent ailleurs, soit sur de l'obligataire, soit sur du gold, sur du machin. Et voilà. Et moi, c'est plutôt ça que j'essaye de faire. De dire, je vois le gold qui a monté récemment et je vois un gros frein qui s'est mis en place sur les actions. Pour moi, le flux de capital, il est évident. La smart money, elle a pris des bénéfices sur les actions et elle a foutu ce pognon ailleurs, sur le gold, sur le machin, sur le yen, sur des actifs qui, dans une baisse de marché, baisseront moins fort que les actions pour éviter de perdre de la valeur. Donc c'était pour refaire un point là-dessus, parce que ça me semblait important, encore une fois, de justifier mes prises de décision et de vous les faire comprendre. Voilà. En fait, je vous dois rien, les gars. C'est pas pour vous rendre des comptes que je vous fais ça, c'est parce que la mauvaise compréhension des choses, c'est très dangereux. D'accord? Il faut, si vous m'écoutez et tout ça, il faut que vous compreniez pourquoi et comment je fais les choses. C'est extrêmement important. C'est pas de la persuasion, je m'en fous, comme je vous dis. Si vous n'êtes pas d'accord, vous avez tout à fait le droit de ne pas l'être. Moi, j'essaie juste de vous faire comprendre les forces qui sont en place. Les forces swing qui se battent, et c'est deux visions du monde. La vision du monde, je vous dis, du quoi qu'il arrive, tout va bien, tout ira toujours bien, et j'ai de l'argent et je veux en avoir encore plus, et je n'ai pas vraiment conscience des risques, mais j'y vais quand même. Entre guillemets, aujourd'hui, pour gagner de l'argent, il faut aller sur les marchés financiers. L'autre option, on est sur les marchés financiers depuis longtemps, on commence à comprendre que les gains sont là depuis un bon moment, qu'on atteint probablement la plafond de profitabilité des entreprises et potentiellement la fin du cycle économique. Il y a des risques, donc qu'est-ce qu'on fait? On prend des bénéfices partiels dans un premier temps, et si ça commence sérieusement à baisser, on vend le reste. Et moi, je pense qu'il vaut mieux suivre les schémas intelligents. Voilà. En tout cas, ma stratégie, elle est basée pour essayer d'anticiper le comportement de ces gens-là. Voilà. Donc le principe, c'est que je ne sais jamais ce qu'ils font, je ne fais que de chercher des indices. Jusqu'à maintenant, tout pour l'instant a fonctionné comme prévu, c'est-à-dire que j'ai bien détecté ce que font ces gars-là, j'ai des éléments, comme je vous dis, rationnels qui permettent de prouver que oui, ils sont bien en train de vendre, donc je ne me suis pas trompé. Là où je me suis trompé, c'est que je n'imaginais toujours pas la force en face. Je les ai clairement sous-estimés, nos amis particuliers. Hein. Rappelez-vous, quand on avait ces bulles d'actifs et machin et compagnie, je vous ai dit, ici, très probablement, les mecs, ils sont surchauds, ils sont en train d'acheter, on n'est même pas encore au sommet historique. La réalité, c'est qu'ils ont réussi à tirer le sommet historique derrière. Donc ça veut aussi dire que le frein de la smart money que je vois en face freine beaucoup moins les prix que ce que j'imaginerais. Pour moi, ici, on ne devait pas revenir chercher les sommets historiques. Donc voilà, il faut faire attention. Ce frein-là, encore une fois, qui est moins fort que ce que j'attends, il est aussi dû au soutien central. C'est-à-dire que la smart money, elle a bien compris qu'il fallait vendre, mais comme il y a le soutien des banques centrales, elles ne peuvent pas non plus vendre trop. Tout simplement parce que, comme je vous dis, c'est de la gestion du risque. J'ai sous-estimé le paradigme central et ça semble apparemment avoir une importance au-delà de ce que j'imagine sur la partie smart money. Tout simplement, ils font beaucoup plus confiance aux banques centrales apparemment que moi, je ne pense leur faire confiance. Je me suis trompé, c'est un jugement de valeur, sinon on n'aurait jamais franchi les sommets historiques ici et ainsi de suite. Maintenant, voilà, pour l'instant, je ne pense pas que le scénario change. Je pense simplement que il y a un rapport de force que j'ai probablement un peu moins bien établi, mais en attendant, qui aurait pu prévoir ça? Et je vais finir sur un dernier truc, on va revenir sur nos graphes classiques. Pardon, hop, voilà. Si je prends mon S&P 500 en hebdo, qui aurait pu imaginer ce genre de structure? Voilà. Pour moi, le biseau d'élargissement, c'est la structure de base de l'impossibilité d'anticiper un marché. C'est impossible d'anticiper ce genre de structure. C'est littéralement impossible. Donc, pour un spéculateur, se casser les dents là sur les scénarios swing, c'est normal. Ça, c'est une structure qui est juste impossible. Normalement, le marché, on le price comme ça. C'est-à-dire que moi, je trade des canaux, et voilà, et normalement, ici, effectivement, il aurait dû y avoir un mouvement bear. Il n'y a pas.
c'est pas grave, comme je vous dis, soit on prend ça comme une erreur statistique, soit on essaie d'aller chercher un petit peu plus loin, comme je vous dis, si vous voulez absolument essayer de trouver des réponses. Je vous dis, pour moi, la réponse la plus probable, c'est de dire, j'ai à la fois probablement sous-estimé l'impact de la gestion centrale sur les montants de prise de profit de la smart money, qui prend probablement moins de profit que ce que je penserais, ou en tout cas qui les prend de manière moins agressive. Ils ne se sentent pas dans l'urgence de devoir prendre des profits. Donc ils y vont doucement en fonction de ce qui arrive. Mais ils y vont quand même, sinon on serait déjà largement plus haut que ça dans les valorisations. Étant donné les montants qui en face sont injectés à l'achat par les montants d'ETF. Voilà. Donc voilà, et en face de ça, j'ai clairement pas imaginé que les particuliers allaient acheter le scénario de Donald Trump avec autant d'agressivité. Donc la contrepartie dans les deux fait que oui, effectivement, il y a peut-être une erreur de jugement dans ma part, mais pour l'instant, je pense que le déséquilibre n'est toujours pas mis en place. C'est-à-dire que le déséquilibre, c'est le moment où l'une de ces deux contreparties s'épuise. Je pense que le temps, effectivement, de la décision se rapproche. Je dis, maintenant, là, à ce stade-là, plus de 2-3 trimestres, et je laisserai tomber les ventes spéculatives. Mais je pense toujours que je suis dans le bon camp. Voilà. Donc, est-ce que je continue de vendre Wall Street? Oui. Est-ce que je tiens des ventes? Non. Et ça, c'est important. Si vous ne pouvez pas saisir la différence entre les deux, voilà, il y a un vrai gros problème. Il faut que vous compreniez qu'en spéculation, on ne peut pas savoir. On ne sait jamais. La seule chose, c'est qu'on doit avoir un avis et on doit coller ce qu'on voit avec cet avis. Et c'est le moment où les deux convergent qu'on prend un trade. Là, clairement, pour moi, il y avait une vente à prendre. Et je ne peux pas le tourner dans 15 sens différents. Il y a des signaux de vente hebdomadaires, point à la ligne. Et voilà, est-ce qu'on peut l'invalider pour aller recréer un signal de vente hebdomadaire derrière? Ben oui. Est-ce que si vous avez pris ces ventes-là en hebdo avec un stop loss de la taille du canal de tendance, d'accord? Est-ce que dans ce cas-là, votre stop à 3002, 3003, vous le gardez? Ben oui, vous avez pris une stratégie qui correspond à ça, mais dans ce cas-là, la taille de vos positions correspond aussi à des trades hebdomadaires. Moi, je vous ai dit, je trade ces renversements hebdomadaires avec des signaux agressifs en 1 heure et en 4 heures. Donc les tailles de position ont été faites avec des gestions du risque horaire et 4 heures. Donc moi, je ne peux pas mettre un stop à 3002 sur ces positions-là. Qu'on soit bien d'accord, tout dépend de la du troisième aspect dont je vous ai parlé tout à l'heure, d'accord, le rapport prix-valeur, de savoir qui est votre contrepartie et de vous assurer de préférence que ce ne soit pas un gestionnaire de risque en face de vous. Et s'il y en a un, ce n'est pas très grave, il faut juste qu'il ne soit pas du tout sur le même horizon de placement que vous. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Moi, je suis conscient qu'ici, c'est des renversements hebdomadaires que je cherche, mais j'ai deux options. Soit je prends un trade hebdomadaire avec un stop à 3003 et j'arrête de regarder le marché, tout simplement, et j'attends qu'on se casse la gueule. Et derrière, soit ça marche pas, mais j'ai fait un trade hebdomadaire avec sa gestion du risque hebdomadaire. Par contre, la taille de la position ici, un trade spéculatif, je vous dis, c'est risque, allez, maximum 2,5-3% si vous avez des gros signaux. Hein, voilà, des gros signaux. Autrement dit, pour moi, là où il y a eu un gros signal, c'est là, le gros exit dans le contexte, bref, voilà. Donc, autrement dit, ici, j'aurais pu risquer 3% avec un stop normalement qui fait à peu près cette taille-là. Donc, ça fait de 2009 à 2005, donc $400 de stop. Ça veut dire de 2009, ça me fait 3003. Voilà. Donc théoriquement, là, pour moi, je devrais, si j'avais pris un seul trade hebdomadaire, swing, voilà. Par contre, là, on ne regarde pas ces graphiques tous les jours, on s'en fout. C'est un fonds de portefeuille, c'est de dire, bon voilà, là, je vends, je mets un stop loss ici, ok, et je vends avec, du coup, un stop qui coûte, un stop qui coûte 13%, d'accord, bon 14 on va dire, on va arrondir à 15 pour plus de simplicité, et je vous dis, vous ne pouvez pas risquer plus de 3%. Donc 15% de hausse de valorisation sur l'actif, et vous devez perdre pas plus de 3% sur ce trade. C'est très simple, faites le calcul, ça fait un levier très faible. Donc oui, si vous voulez faire ça, moi il n'y a aucun problème, ça c'est un trade, ça c'est de la spéculation, mais ça c'est un trade qui respecte un schéma de gestion du risque spéculatif. Moi j'ai choisi d'aller faire ça sur des UT plus court terme pour pouvoir avoir des leviers supérieurs. Parce qu'en court-termisant le trade, je réduis la taille des stops, je réduis les horizons de placement, mais je prends des trades agressifs en horaire et en 4 heures, en sachant que je garderai une partie de ces trades en hebdomadaire. C'est une stratégie agressive. Encore une fois, moi je ne suis pas un trader suivi de tendance, faible risque, qui fait 5-10% de rentabilité par an. Je cherche la prise de risque pour maximiser le rendement. Mais par contre, il y a des moments où évidemment ça ne marche pas. C'est-à-dire que là, malgré tout,
et les tailles de position que j'ai là ne me permettent pas de reculer les stops. Voilà, il faut que vous compreniez ça. Et j'ai pris des bonnes positions et je n'ai aucun regret. Et si c'était à refaire, je le referais. Et la gestion que j'ai fait en bas est exactement la gestion que je devais faire. Je n'ai commis aucune erreur. C'est juste que le marché ne va pas dans le sens de ce que j'attends. Je peux gueuler, je peux dire c'est la faute des banquiers centraux, ils ne devraient pas faire ça. En fait, ça ne résout pas le problème. Le problème, c'est simplement qu'ici, j'ai mis en place une stratégie qui est invalidée. Alors, il y a plusieurs options. Soit j'ai été trop agressif et trop gourmand, et du coup, c'est ce qui me vaut le fait de devoir peut-être sortir, alors qu'on risque très probablement d'arriver à valider mes scénarios sans toucher le stop à 3200 d'un vrai swing hebdomadaire, par exemple. Mais ça change quoi? Je veux dire, ça ne m'empêche pas de reprendre un trade dans 2-3 jours, ou dans 2-3 semaines, ou dans 2-3 mois, dans les mêmes zones hebdomadaires. Voilà, pour moi, là, ici, on revient chercher les zones qui ont réagi il y a déjà plusieurs semaines. Ce n'est pas normal, mais on le fait. Donc, je vais faire quoi? Je vais attendre le prochain timing de vente. Rappelez-vous les règles. Alors, je vais vous les donner parce que celles-là, elles sont importantes. Comme ça fait partie des règles dans Framework. Vous ne pouvez pas avoir 2 triangles à moins de 7 bougies. Ce qui veut dire que là, quoi qu'il arrive, il ne peut pas y avoir un autre triangle avant au moins la semaine prochaine. Ok? Bon, donc là, ça va, on va y arriver. Mais c'est de dire, là, entre guillemets, à partir de la semaine prochaine, on peut avoir un nouveau triangle. Avant, on ne pouvait pas. Donc là, on est peut-être en train d'essayer de chercher un nouveau timing de vente hebdomadaire. Le momentum, pour l'instant, il ne sert à rien à part se comprimer. Donc je m'attends à ce qu'on n'aille pas bien loin, puisque pour l'instant, on a un gros blocage sur le momentum ici. C'est-à-dire ça bloque complet, vous voyez, sur le momentum hebdo. En fait, on essaie de supporter les creux. Et on essaie de venir viser ça. Donc l'objectif, c'est peut-être de dire, ok, en hebdo, dès qu'on arrive là, on vient ici, on tape le haut du triangle, et on revient une nouvelle fois chercher la base. Et après, on sort de cette structure, soit par le haut, soit par le bas, et la sortie nous donnera la résultante. Soit, comme je vous dis, on vient là, on vient faire les cons, on rebaisse un petit coup, et soit derrière, on sort par là, soit derrière, ici, on sort ici, et on sort par le bas du triangle. La réponse, je ne l'ai pas, les gars. Clairement, j'en sais rien. Combien de fois on peut faire le coup là-dedans? On peut très bien le faire 2-3 fois. Hein. C'est absolument pas un problème. Quand je vous dis que maintenant, l'hebdo, le dernier signal hebdo est en train de se faire invalider, pour moi, ça veut dire que pour l'instant, il va falloir un petit peu de patience. Le marché, ici, va peut-être vouloir nous faire un biseau. Et c'est peut-être que la sortie de ce biseau qui nous donnera le signal de vente. Et peut-être qu'ici, on fera un faux signal et que derrière, on repartira haussier comme des glands. Je n'en sais rien. Tout ça, ça viendra plus tard. Tout ce que je peux vous dire, c'est que pour les swings hebdo, si on casse le signal ici, c'est-à-dire si on va trader au-dessus de ce signal, pour moi, c'est terminé. La partie s'arrête. Mais par contre, si on va retracer 99,999% du morceau, c'est-à-dire si on vient juste ici et qu'ici on se renverse à 3020, pour moi le trade est toujours bon. Hein. Et le signal hebdo ici, si vous le lâchez, entre guillemets, si vous vous dites, on est à 3020, le stop loss il est à 3030, c'est 10 points de S&P 500, c'est bon, on va les faire, je préfère prendre mon stop à 3020 au lieu de 3030. C'est quoi l'élément dans la prise de décision? C'est un élément subjectif. Vous vous dites ça va forcément faire ça, donc je fais ça. Attendez, non, c'est ce que je vous apprends à faire l'inverse justement, à mettre en place des barrières logiques et rationnelles, non subjectives, entre ce que vous pensez et ce que vous faites. Voilà, si vous voulez déclencher un stop loss, c'est quoi qui vous permet de déclencher? C'est quoi qui vous permet d'appuyer sur le bouton? Posez-vous sincèrement la bonne question. C'est ça la question. Est-ce que là, honnêtement, je peux déclencher mes stop loss à Wall Street? Non. Pourquoi? Pourquoi faire? Voilà. Alors certes, il n'y a pas de signal vendeur qui me permette de reprendre des trades. Non, mais est-ce qu'il y a réellement une invalidation? Non, l'invalidation, c'est le franchissement du sommet historique. Ce serait invalidé quand ce sera fait. Est-ce qu'on va y aller? Mais j'en sais rien du tout. Voilà, c'est comme j'ai dit, on peut très bien finir la semaine en revenant à l'équilibre à 29,90. Je ne sais pas, la Chine qui envoie un tweet pour dire qu'il se barre des négociations. Je ne sais pas. Gestion du risque, nom de Dieu, quoi. Pensez gestion du risque. Pour l'instant, on ne sait pas. Et tant que c'est pas invalidé, point à la ligne. Moi, je vois pas... J'essaie de vous faire comprendre qu'il faut détruire la subjectivité dans votre trading. Donc, basez-vous sur des éléments rationnels. Voilà, j'avais un stop loss, il n'est pas déclenché, donc je suis toujours dans mon trade. Comment ça va se passer derrière? J'en sais rien. Voilà. Est-ce que j'ai besoin de perdre plus de temps que ça? Non. Voilà.
Donc voilà pour Wall Street, j'espère avoir fait le tour. Donc le VIX pour moi reste toujours la thématique pareil, hein. Est-ce que cette semaine on va la terminer en bas comme ça pour essayer d'aller chercher encore plus loin dans les semaines qui viennent? C'est possible. Est-ce que au contraire c'est la mèche basse ici et la Morning Star sur ce support? Pour moi ça reste malheureusement le biais le plus probable. Mais ça ne se passe pas. Donc comme d'un côté on n'a pas d'éléments qui permettent de casser les rythmes de volatilité, de réaliser des cassures haussières, bah pour l'instant, la Banque centrale a pour l'instant un timing qui semble approprié et qui semble satisfaire le marché. Donc, bah pour l'instant, malheureusement, on est reparti dans un nouveau cycle d'écrasement de la volatilité et jusqu'à nouvel ordre, puisque donc pour l'instant, le schéma que moi je tradais, qui était de dire ici, on fait un petit excès pour faire croire à tout le monde que, et derrière, on repart à haussier sur la volatilité et on franchit les résistances, ne semble pas fonctionner. On voit bien d'ailleurs le schéma classique en 3 vagues de baisse, la troisième étant bien évidemment la plus forte, celle où la tendance se met en place. Donc évidemment, oui, est-ce qu'on est sur des mouvements tendance haussière horaire 4 heures sur les indices? Évidemment que oui, ils essayent de le faire. Maintenant, je vous dis, moi le problème, c'est que c'est toujours pareil. Je sais que ce moment-là, ça se passera. Il y a un jour où ça ne va pas se passer comme prévu. Voilà. Pour l'instant, je ne sais pas quoi, mais pour l'instant, ça se passe comme prévu. Donc, je me prépare à être surpris un jour ou un autre. Aujourd'hui, pour l'instant, ça passe bien. Je vous ai dit, je pensais que la BCE était éventuellement le truc qui allait décevoir le marché. La réalité, c'est que non, pas du tout. Il délivre absolument tout ce qui est attendu. Est-ce que la Fed va décevoir le marché la semaine prochaine? Ou pire, même si la Fed délivre, est-ce que le marché ne va pas prendre un contre-pied? Je n'en sais rien. Voilà. Et comprenez bien que si vous essayez d'apporter des réponses à ce que vous faites par rapport à tout ça, la macro, ce que fait la Fed, ce que fait la BCE, non, c'est important de comprendre que ça fait des timings. Ça crée des timings sur des zones d'intérêt évidemment majeures. Et comment la réaction de marché va se mettre en place derrière, c'est ça qui est important. Okay. Après, vous faites un choix. Moi, c'est de dire, bah oui, j'ai fait le choix de dire, je pense qu'on vendra avant la BCE et que je pourrais trouver des ventes avant la BCE, les sécuriser et espérer que la BCE fasse renverser le marché. Réalité, il n'y a eu aucune gestion du risque vendeuse avant la BCE, pour les raisons que maintenant on connaît. En fait, tout le monde savait qu'il allait y avoir un QE, donc les mecs, ils n'avaient aucune envie de gérer des ventes, ils cherchaient qu'à acheter. Donc il n'y a eu aucune gestion du risque vendeuse, la BCE délivre, et aujourd'hui, on est donc, que je dis, bloqué, puisqu'on a déjà bouffé tout le carburant. Mais bloquer ne veut pas dire vendre, hein, encore une fois. C'est-à-dire que là, on a peu de marge de progression à la hausse, mais est-ce qu'il y a une raison de vendre? Absolument aucune. Est-ce qu'il y a des gestions du risque vendeuses? Absolument aucune non plus. Donc, on ne fait rien. Voilà. Il faut bien comprendre que parfois, il n'y a rien à faire. En tout cas, dans des objectifs vendeurs. Dans des objectifs acheteurs, quoi qu'il arrive, il n'y a rien à faire non plus ici, si ce n'est de gérer son risque. C'est-à-dire il fallait encaisser un peu avant la BCE. Normalement, c'est chose faite si vous avez acheté. Donc vous n'avez plus rien d'autre à faire que de laisser courir vos positions en espérant que la tendance haussière s'installe derrière. Et si elle ne s'installe pas, vous vous ferez baiser, tout comme moi je me suis fait baiser à la vente. Dans ce cas-là, on retournera chercher vos prix d'entrée, vous vous ferez stopper. Et en gros, vous aurez fait le même raisonnement que moi, mais dans le sens inverse. Il faut bien comprendre que pour l'instant, sur les marchés, d'accord, que ce soit acheteur ou vendeur, tout le monde a tort. C'est ça qu'il faut que vous pigiez dans cette structure-là. Parce que, dites-vous une chose, encore une fois, les gens qui avaient soutenu le marché ici, ils se sont tous fait dégommer ici. Là, ils ont tous pris cher, ok, et il y en a qui ont dû racheter le marché par là. Ici, là, c'était chaud quand même de choper le V-bottom, mais de dire, voilà, ici, il y a probablement une accumulation haussière qui s'est mise en place, des gens qui ont acheté le marché, ok. Donc, ces gens-là, si on retombe là, ils se font stopper, comme vous et moi. C'est-à-dire qu'ils ont probablement acheté, géré le risque. Qu'est-ce que ça change en réalité par rapport à ce que moi j'ai fait? Vendre, gérer mon risque. Voilà, moi si vous voulez, j'ai aucun problème avec le mec qui a acheté, qui a géré le risque, et qui aujourd'hui attend de savoir si le marché va enfiler en ligne droite, autrement dit, la bulle s'installe parce que la smart money a vendu ce qu'elle avait à vendre, et maintenant les particuliers continuent d'acheter et vont faire monter les prix en parabole. Tout à fait possible. Voilà. Pour moi, c'est la même chose. C'est du travail de gestion du risque. Là où ça me pose problème, c'est qu'à côté de ça, on sait à quel moment les encours d'ETF se mettent en place, et c'est toujours la même chose. Vous avez un paquet de gens qui ont acheté comme des glands là-haut, et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont acheté, ils ont serré les fesses. Il y en a une partie qui ont vendu, évidemment, tout en bas. Eux, est-ce qu'ils ont pris des décisions rationnelles? Là, ils sont en train de se charger d'ETF, encore une fois, en faisant le pari que ça ne va que monter. Il vaudrait mieux pour eux que ça monte, parce que si on revient tester les zones de support ici après, comme je pense qu'on va le faire, mais pas forcément maintenant,
ils se feront baiser à chaque fois. Et ici, ils auront plutôt intérêt à espérer que le marché va sauver le dip, parce que s'ils ne sauvent pas le dip à moins 30%, les mecs vont faire ce qu'ils font à toutes les baisses de marché supérieures à 30%, enfin proches de 30%, ils vont panic sell. Ils vont se mettre à vendre leurs pertes parce que tout simplement, ils préféreront récupérer un peu d'argent que de tout perdre. Et c'est ça qu'il faut que vous compreniez. Moi, c'est ça que j'essaie de trader. Rien de plus. Voilà. Donc pour l'instant, tout le monde a tort. D'accord ? Les acheteurs qui étaient ici se sont fait stopper. Ils ont fait achat, gestion du risque, probablement par là sous le sommet, et ils se sont refait dégommer. Moi, en tant que vendeur, j'ai fait vente, gestion du risque, et je me suis refait stopper. J'ai fait vente, gestion du risque, je me suis fait stopper. J'ai fait vente, gestion du risque, et je me fais stopper. D'accord ? Donc, c'est pas grave, en fait. Personne n'arrive à avoir raison dans ce marché pour l'instant. Donc, arrêtez de vous prendre la tronche à essayer de juger qui est bon, qui est pas bon en ce moment. Tous les mecs qui font du swing se font baiser la gueule, que ce soit achat comme vente. Sauf si, en fait, vous vous dites, peu importe, je sécurise, je vise pas un swing, je prends que des trades à 100%. Et dans ce cas-là, là, c'était quand même le pari gagnant. Il y en a peut-être qui l'ont fait, mais en tout cas, moi, c'était pas mon cas. Ou dans ce cas-là, vous disiez, quoi qu'il arrive, on va rester là longtemps, il n'y aura pas de risque systémique. Dans ce cas-là, c'est je vends, j'achète tout et j'achète. Et je reverse. D'accord ? Et là, je vends tout et je ne poursuis pas en tendance haussière. Et là, j'achète tout, j'achète tous mes achats et j'achète. Ok, mais encore une fois, qui aurait pu anticiper ces structures-là ? Encore une fois, dans un marché normal, les gens, je vous dis, utilisent la lecture par canaux de tendance. Donc normalement, c'est de dire quand vous avez des sommets ascendants, ici on cherche à renforcer ses positions acheteuses. Donc le mec qui a acheté ici, qui a géré son risque là, il va racheter là et il va se faire stopper tout ici. Exactement comme moi je l'ai fait. Mais tout le monde fonctionne comme ça en gestion du risque. On ne sait jamais, mais on gère les risques sur des zones charnières. Je vous dis, je comprends tous les timings que les acheteurs ont défendus, tout comme je comprends tous les timings que les vendeurs ont défendus. D'accord ? La seule différence, c'est que côté acheteur, c'était quand même un peu plus facile parce qu'il y a eu beaucoup plus d'options et d'oscillations. Côté vendeur, on ne nous laisse jamais gérer le risque. Elles sont où les zones où les vendeurs se faisaient invalider ? C'est là. D'accord ? C'est là où les vendeurs ont renforcé et on se faisait invalider. On nous donne des signaux et puis non, tu vas certainement pas pouvoir gérer le risque de tes renforts. Nous, ce qu'on veut, c'est de péter la gueule. Donc c'était là, toutes les zones où les vendeurs se positionnaient en renfort, hein, d'accord ? Tout simplement pour les canaux, comme je vous disais, hein. C'est les zones où les vendeurs cherchaient des renforts. Évidemment, on nous donnait les signaux pour rentrer, et puis on nous dégommait en écrabouillant la volatilité. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui. Il y avait bien un signal de vente ici. Okay. Ce signal de vente, il avait bien sa gestion du risque et ses renforts ici. Et qu'est-ce qu'on fait ? Aujourd'hui, on réécrabouille la volatilité en nous empêchant de gérer le risque pour sortir. Tout simplement, ici, on vient chasser nos stop-loss. Donc, c'est pas grave, encore une fois, c'est le jeu. Il y a un moment où ça ne va pas marcher, je vous le dis. Il y a un moment où, de toute façon, soit un acheteur, soit un vendeur va réussir à prendre le contrôle. C'est-à-dire que, soit ici, au bout d'un moment, cette structure-là ne va pas marcher, les vendeurs vont réussir à prendre la main au lieu de se faire stopper comme là, et là, effectivement, on pourra dire « Oh putain, les vendeurs sont en train de prendre la main et ils peuvent enfin renforcer leur position », soit ça va être au niveau des acheteurs. C'est-à-dire que les acheteurs vont pouvoir acheter, ici renforcer, et ils vont pouvoir gagner la partie. Mais là, ceux qui ont acheté là, vous croyez qu'ils renforcent là ? Ah non, ça m'étonnerait. Ceux qui sont là, ils vont attendre ici pour renforcer. Et c'est s'ils arrivent à gagner ici que pour ma part, je pense qu'il y aura tendance haussière. C'est-à-dire que si vraiment le marché fait un truc comme ça, moi ça je vous dis, je pense clairement derrière qu'il ne faut plus vendre Wall Street. Vraiment plus vendre. Là derrière, il y aura de bonnes raisons de dire la smart money à acheter et pas juste les glands spéculateurs pensant qu'on aura des licornes à Wall Street sont en train d'aller se bourrer de TF. Moi, c'est pas leur schéma à eux que je veux acheter. Par contre, le schéma de la smart money, s'il devient haussier, oui, je repasserai acheteur des indices de manière globale. Mais je suivrai jamais quelqu'un qui ne sait pas gérer ses risques. C'est pas ça, c'est pas comme ça le trading. Voilà. Ils peuvent créer des bulles et comme voilà, j'en parlais hier soir du coup avec Fred. Puisqu'il me disait, oui, mais Phil, il y a clairement un truc là qui ne marche pas dans ta stratégie, donc pourquoi tu ne changes pas ta stratégie ? Et je terminerai là-dessus pour pas que l'émission dure 2 heures, mais c'est une question très importante. Et effectivement, il ne comprend pas, et je pense que beaucoup d'entre vous ne comprennent pas non plus. Pourquoi je ne change pas la stratégie ? C'est vrai que c'est une bonne question. En fait, je comprends tout à fait la question d'un point de vue rationnel, c'est typiquement le genre de question que je me serais posée aussi il y a plusieurs années. Objectivement parlant, là, la stratégie manque d'efficacité,
puisqu'on est dans des contextes un peu brouillons. Encore une fois, le schéma biseau d'élargissement, c'est typiquement le genre de truc que ma stratégie ne peut pas anticiper, parce qu'elle va tout faire pour mettre en valeur cette zone-là, tout comme là, elle va tout faire pour mettre en valeur cette zone-là, pour que vous tradiez dedans, et celle-là. Et à chaque fois, vous allez vendre, vous faire stopper, vendre, vous faire stopper, vendre, vous faire stopper. C'est usant, oui, effectivement. Oh là là, elle est bidon, cette stratégie. Encore une fois, le biseau d'élargissement est une structure de marché très très rare. Ça arrive rarement. Est-ce que vous en voyez partout là, des biseaux d'élargissement? Non, non, la plupart du temps, le marché, il est dans des canaux de tendance ou dans des ranges, et là, la stratégie, elle est performante. Donc, pourquoi on ne change pas? Voilà, je vous laisse réfléchir 2 secondes, parce qu'il est important que vous vous posiez cette question, que vous la trouviez rationnelle, que vous produisiez vos propres mauvaises réponses avant que je vous donne... Alors, bon, quand je dis ça, encore une fois, c'est toujours pareil, c'est des jugements de valeur. Vous pouvez très bien dire, bon, bah, il a juste tort, et puis vous vous en allez, vous allez trader la stratégie de quelqu'un d'autre. Mais j'essaie de vous faire comprendre que ça, je l'ai fait moi aussi il y a des années, et que ça m'a mené qu'à une seule chose, arrêter de le faire. Donc j'espère que vous comprendrez au bout d'un moment qu'il faut arrêter de faire ça aussi. On ne change pas une stratégie. Une stratégie, ça fonctionne, mais une stratégie, elle a des points faibles, comme tout le monde. Le principe étant de dire que la stratégie parfaite, elle n'existe pas. La stratégie qui s'adapte à toutes les conditions de marché n'existe pas, parce qu'il y a une part d'irrationalité dans le marché, qui ne suit pas du tout les gestions du risque, et qui, quoi qu'il arrive, mettra à mal toute stratégie. La stratégie n'est pas une boîte parfaite qui répond à tous les problèmes et qui propose une solution à tous les contextes. Il y a des contextes dans lesquels toutes les stratégies échouent. Le biseau d'élargissement en est une. Le double bottom, c'est un truc, ça démonte tout le monde. Il y a des structures comme ça où toutes les stratégies sont mises à mal. Alors, il y a quelques stratégies qui vont éventuellement pouvoir les mettre à profit, mais ces stratégies-là, elles seront inefficientes dans d'autres contextes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça fait partie du jeu. Est-ce que je pouvais savoir qu'on allait former des biseaux d'élargissement à Wall Street? Non. Non, 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 non. Encore une fois, mettez des replays, sortez-vous les œillères. Quand vous avez un schéma comme ça, oui, il faut chercher des ventes ici. Et si vous vous faites baiser la gueule, c'est pas grave. Ça arrive. Vous avez respecté une putain de stratégie. Maintenant, on continue, d'accord? Si on va... J'aimerais aller plus vite que ça. Bon, on va faire comme ça. Voilà. Si vous faites ça, d'accord, vous vous remettez ici. Quand vous avez ce genre de contexte, est-ce qu'il faut vendre? Oui, voilà, et oui, oui, oui. La stratégie, elle est faite pour vous mettre en valeur ces zones-là, et il faut les prendre. La plupart du temps, ces zones-là réagiront comme il faut. Juste là, on est dans un cas de marché où non, ça ne veut pas. Quelle est la raison? J'essaie de vous donner des pistes quand même, mais bon, on s'en fout en fait de la raison. Les banques centrales, pas les banques centrales. Il faut trader ces zones quand elles vous produisent des signaux et des gestions du risque. Vous aviez des signaux, des gestions du risque, point à la ligne, il fallait trader. Maintenant, ça ne se passe pas comme prévu. C'est ce qu'on appelle une erreur de stratégie. La stratégie a une marge d'erreur. Il faut que vous appreniez à vivre avec ça. C'est absolument nécessaire. Est-ce qu'on change la stratégie parce qu'elle est inefficiente dans ce type de contexte-là? Non. Est-ce qu'on arrête de trader maintenant qu'on identifie le contexte? C'était la deuxième question de Fred, très intéressante évidemment. D'accord? Donc, la première question, je vous y réponds. Est-ce qu'on change la stratégie? Non, bien sûr que non. Ça ne doit surtout jamais changer. Une stratégie, vous ne bénéficiez d'un avantage statistique à utiliser une stratégie que si vous l'utilisez telle qu'elle, sans la changer. Donc, la seule avantage que vous tirez d'une stratégie, c'est ça. Amusez-vous à tourner les boutons quand vous trouvez que ça marche un peu moins bien. Boum, vous perdez tout. Tout simplement parce que ce n'est pas le même cadre que vous utilisiez que celui que vous utilisiez avant. Autrement dit, comme je vous dis, si votre but c'est de tirer l'avantage statistique d'un fort nombre de jetés de dés, il faut que vous jetiez tout le temps le même dé. C'est con ce que je vous dis, mais vous voyez l'exemple du dé que je vous ai pris dans le PDF. Il y en a beaucoup des gens qui ne comprennent pas encore une fois, mais que je vous dis, prenez un dé, jetez-le 1000 fois, il va répartir assez logiquement pratiquement le même nombre de jets, alors pas pratiquement, il y a des écarts types justement, mais il va répartir assez logiquement le nombre de jetés sur le nombre de faces. Maintenant, est-ce que la même expérience, vous pouvez la faire en changeant de dé au milieu de l'expérience? En gros, vous faites 1000 jetés, mais vous changez de dé. Non, c'est pas comme ça. Encore une fois, une expérience, on lui met un cadre. Et on respecte ce cadre. Si vous changez les cadres, l'expérience n'a plus aucune valeur. Donc il faut vraiment faire attention. Okay, il faut vraiment, vraiment faire attention. On ne change pas la stratégie, c'est important. Et donc la deuxième chose, maintenant qu'on a identifié le cadre dans lequel la stratégie est inefficiente, est-ce qu'on arrête du coup de trader la stratégie dans ce cadre-là? C'est logique comme question, hein, c'est tout à fait logique, mais encore une fois, la réponse est logique, le diagnostic est mauvais.
C'est souvent ça, hein, comme je vous dis, les biais psychologiques, mais ça, vous l'apprenez après. Donc c'est le truc où j'essaie de vous faire avancer plus vite, parce que vous y arriverez de toute façon à la même conclusion que moi, mais si vous pouvez y arriver plus vite, ce sera bien. Donc pourquoi on n'arrête pas d'appliquer sa stratégie dans ces contextes-là? Bah, d'une part, parce qu'ils sont imprévisibles, c'est-à-dire que vous ne verrez la structure qui vous a baisé qu'une fois qu'elle vous aura baisé. À quel moment elle va s'arrêter, cette structure? Est-ce que vous en savez quoi que ce soit? Non. Moi non plus, je ne sais pas quand elle va s'arrêter. Comme je vous dis, on peut essayer de rider la partie haute, d'accord? On peut essayer de continuer à grinder comme ça à Wall Street pendant plusieurs mois. La fin, ce sera pour autant peut-être toujours la même. Donc, c'est pas parce que vous vous êtes fait niquer 3 fois sur 3 timings de suite, parce que cette structure est quand même super chiante et compagnie, et qu'on se fait peut-être niquer une 4e fois et qu'il y en aura peut-être une 5e. Il faut juste que vous ayez fait une bonne gestion du risque dans le truc. Encore une fois, moi je me suis bien fait démonter ici parce que j'ai été beaucoup trop agressif. Et c'est ça qui m'a valu une grosse perte. Et rappelez-vous, c'est pas parce que j'ai tradé cette zone-là que je me suis fait niquer, c'est parce que j'ai essayé de choper des pullbacks ici d'abord et que j'ai dû traîner ces positions-là et qu'elles m'ont coûté très cher quand il a fallu les stopper. C'est ça, c'est des erreurs de gestion du risque parce que j'ai été trop agressif. Mais théoriquement, j'ai pas commis d'erreur hormis celle-là, d'avoir été trop agressif. Trader ces zones-là, il fallait les faire. J'étais juste beaucoup trop agressif. Voilà. Mais c'est mon problème, je connais mes problèmes de trading. Ça me cause des drawdowns, mais encore une fois, c'est pas grave, ça me permet aussi de maximiser beaucoup de gains quand tout va bien. Donc, pour moi, l'agressivité, ça me rapporte de l'argent, je vois pas pourquoi je l'enlèverais. Alors évidemment, à chaque fois que je me plante, tout le monde vient me le reprocher, mais personne vient non plus me dire que je me gave quand je réussis un scénario. Moi, je m'en fous de l'appréciation des gens. Il faut bien que vous compreniez ça. Mais si je le fais, c'est bien qu'il y a une raison. C'est pas pour le plaisir de l'amour du risque. Je veux dire, moi, l'amour du risque, ça fait un moment que j'en ai plus rien à branler dans les marchés. Je fais pas ça pour chercher des émotions. Et bref, pourquoi on n'arrête pas? Tout simplement parce que c'est le moment où vous vous arrêtez que la structure va se terminer, ou dans 2-3 coups. Voilà. Donc comment vous savez que vous allez rebasculer du moment où la stratégie est non efficiente parce que le contexte est fait pour vous baiser la gueule, au moment où on va sortir de cette structure pour redevenir dans un contexte efficient où vous allez pouvoir prendre des gains? Moi, je vois dans l'ensemble. C'est aussi simple que, comme on disait tout à l'heure, si la stratégie ne marche pas, tu la changes. Non, je continue de l'appliquer. Si tu vois objectivement que la stratégie est dans un contexte non efficient, est-ce que tu arrêtes? Non, je continue. Je continue parce qu'on va en sortir tôt ou tard. Et que quand on va en sortir, la stratégie redeviendra efficiente et elle procurera les gains qui serviront à compenser les pertes. Bref, je vois ça comme des séries statistiques. Je vois pas un trade, je vois pas un contexte, je vois un ensemble et je sais que l'ensemble est profitable. J'ai pas peur de trader. Même si je me suis fait racler 3-4 fois de suite, je reviendrai la 5e. J'ai pas peur. Parce que moi, j'ai la vision d'ensemble. Je vous dis, ça, c'est la gestion du risque. Ça prend du temps pour comprendre ça. Ça peut paraître extrêmement arrogant, encore une fois. Mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que je ne prédis pas le futur. Je sais juste que le cadre global, quand je l'applique, remène de l'argent. Tout simplement, pas parce que je sais lire le marché, pas parce que j'ai compris comment fonctionnait le marché. Non, juste parce qu'il y a des structures dans le marché que d'autres gens comme moi, exploite. Et que ça s'appelle la gestion du risque. Et que si vous voulez jouer avec ces règles-là, il faut d'abord les comprendre. Et que quand vous les comprenez, vous comprendrez que dans le marché, ce qui importe, c'est de faire ce que fait la majorité. La majorité des gens font de la gestion du risque. Donc, il faut que vous appreniez à faire la même chose. C'est pas plus compliqué que ça. Et la gestion du risque, c'est que tôt ou tard, vous arriverez aux mêmes conclusions que moi. Qu'une stratégie, on ne la change pas, même si elle ne marche pas par moment, elle finira par remarcher. Et que normalement, si elle a été bien faite, elle marche plus que ce qu'elle ne marche pas. Et ensuite, quoi qu'il arrive, on n'arrête pas une stratégie, sauf s'il y a des raisons de le faire. Pour moi, ici, les seules raisons qui m'invitent à arrêter, c'est de dire, en hebdomadaire, on va chercher des invalidations. Je vous dis, c'est pour moi, on va au-delà de 3002 sur le S&P 500, c'est terminé, il n'y a plus rien à faire. Tous les gens qui sont vendeurs hebdomadaires vont sortir. Donc il n'y aura plus de vendeurs. On y est à 3002? Non. Est-ce qu'on a toujours des signaux hebdomadaires vendeurs? Oui, donc je pense qu'il y a toujours des gens qui cherchent à vendre en hebdo. Donc il y a des gens qui font comme moi, qui cherchent des gestions du risque vendeuses. Donc je ne suis pas le seul à faire un truc. Et donc normalement, je dois pouvoir m'en sortir. C'est aussi simple que ça. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je veux juste être sûr de ne pas être le seul à faire un truc. Et de préférence, d'être dans le sens de la smart money, de gens qui gèrent le risque. Voilà.
On va s'arrêter là-dessus parce que je pense que je ne peux pas faire une meilleure explication de ma vision du trading et de comment ça se passe et de comment il faut que vous appreniez à voir les choses. Je n'ai pas dit qu'il faut que vous me copiez, mais il faut tendre vers ça parce que tous les traders pensent comme ça. On n'est pas arrogant à penser comprendre le futur et des trucs comme ça. C'est juste qu'on a compris qu'il faut arrêter de chercher à comprendre, que ce qui marche, c'est la constance. Pas de se poser des questions comme vous, objectivement parlant, ça marche pas, donc on arrête. Non, non, on continue. Mais c'est pas de l'obstination, c'est de la gestion du risque. C'est-à-dire que la gestion du risque, elle ne fonctionne que si vous posez un cadre que vous ne changez pas. Voilà, ben moi je ne change pas. Voilà. Je réajuste que dalle. Le seul truc que je fais en ce moment, c'est que je prends en compte les écarts types en plus. Vous m'avez vu parfois parler des bandes de Bollinger dernièrement, je vais en reparler, et je les mets de plus en plus. Là, vous voyez que par exemple, c'est plus les canaux de tendance que j'ai, mais les bandes de Bollinger. Je les regarde de plus en plus parce que, en ce moment, le marché étant un peu paumé, il cherche des écarts types. Encore une fois, je ne change rien à la stratégie. Je continue d'appliquer toujours les mêmes risques, je regarde toujours mes targets, mes machins, mes bidules. Simplement, le contexte. Je regarde, en plus des contextes canaux de tendance, les contextes bandes de Bollinger. C'est tout. Voilà. C'est juste pour dire que si mon canal de tendance il passe là et que j'ai la Bollinger juste au-dessus, le marché il a plutôt tendance en ce moment à vouloir choper les Bollinger. Donc je regarde les deux. Je combine les informations. D'accord ? Mais c'est tout. Et je vous ferai un topo là-dessus. Et encore une fois, les bandes de Bollinger, si vous ne savez pas ce que c'est, si vous ne les comprenez pas, que vous n'êtes pas capable de les utiliser, ne les utilisez pas. D'accord ? Je vous ferai un cours sur les bandes de Bollinger éventuellement aussi la semaine prochaine, mais je dois vous faire des cours sur beaucoup de choses, donc voilà, je manque aussi un peu de temps pour tout faire. Ok ? Donc juste un peu de patience. Je sais encore une fois que pour la plupart, rappelez-vous l'émission sur l'obsession au trading, je sais que vous pensez qu'il faut apprendre tout plein de trucs tout le temps. Posez-vous encore les bonnes questions. Est-ce que vous n'êtes pas surtout dans un rapport obsessif au trading parce que vous débutez ? Voilà. Donc, mettez bien les choses à leur place, rappelez-vous qu'il faut être patient, rappelez-vous qu'il faut avoir une structure d'apprentissage. D'abord, on apprend une stratégie, on apprend à bien la maîtriser, on apprend ensuite à comprendre les mécanismes de la gestion du risque doucement mais sûrement, et ça prend du temps. Et seulement ensuite, on travaille sa psychologie, on commence à essayer de customiser la stratégie pour la rendre plus personnelle. Seulement après. C'est dans cet ordre-là qu'il faut faire les choses. Okay ? Stratégie, ensuite gestion du risque. Ensuite, on apprend à maîtriser un peu ses biais psychologiques. En tout cas, on commence à travailler sa partie psychologique. Une fois que c'est fait et qu'on atteint une bonne maturité psychologique, c'est là où on customise. C'est là où vous commencez à bouger les boutons, à bouger tout ça. Mais à ce moment-là, vous avez une vision du trading qui est radicalement différente de celle que vous avez aujourd'hui. Vous voulez faire l'expérience ? Allez dans Discord, parlez aux mecs qui sont orange, parlez aux mecs qui sont jaunes. Vous verrez qu'ils ne sont pas du tout dans le même état d'esprit que vous. Et il faut que vous soyez dans leur état d'esprit pour être capable de commencer à personnaliser les stratégies ou à faire d'autres trucs comme ça. Si vous essayez de faire autrement qu'en suivant ce schéma, vous perdez du temps. Parce que mécaniquement parlant, vous faites 2 pas en avant, puis 2 pas en arrière plus tard. Donc, avancez intelligemment, c'est important. C'est le seul conseil que je vous donnerai pour terminer cette semaine. Apprenez à avoir tort, c'est absolument obligatoire dans les marchés et encore plus dans les stratégies spéculatives. Moi personnellement aujourd'hui, je suis mis en tort, donc j'ai retiré tous les renforts que j'ai pris de la même façon que je m'étais fait baiser à l'époque. Pour l'instant, il me reste une position sur chacun de ces indices sur les sommets. Elle va très probablement être stoppée et ça me fera ni chaud ni froid. Ok ? C'est vraiment important que vous compreniez ça. Allez, sur ce, du coup, je vous souhaite un bon week-end. Je vous dis à lundi. Je suivrai éventuellement les cryptos durant le week-end si jamais on devait sortir des ranges. Pour l'instant, ça semble plutôt comprimer la volatilité. Donc, tant qu'il n'y a pas de renouveau au niveau de ce truc-là, on reste dans les schémas donc, où vous privilégiez de préférence la formation de range et la contraction de la volatilité plus que les scénarios to the moon ou to the ground. Essayez plutôt de rester patient.